que peut-être je vous propose les intervenants, voilà, Madame Adenau, Monsieur Aubert, et puis les 3 modérateurs et coordinateurs, si vous voulez rejoindre à ce moment-là ici pour pouvoir répondre aux questions plus facilement. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions entre le Health Data Hub, l'intelligence artificielle, la présentation de la HAS avec les DM connectés? Vous pouvez vous asseoir. Oui. Pendant que le micro arrive à vous, du coup, Monsieur Aubert, j'ai compris, il y aurait 10 projets retenus? À peu près. D'accord, ok. C'était bien ça. Voilà, ça pourra être 12, ça pourra être 8. D'accord. Ok. Oui. On avait évoqué le sujet dans le groupe de travail, mais entre le moment où on s'est réunis à GR et maintenant, je voulais revenir sur des enjeux qui sont à la frontière de l'organisation de la recherche clinique et des volets juridiques. Il y a un papier qui est sorti dans JAMA Psychiatrie en octobre 2018 qui porte, c'est un essai, placebo versus thérapie numérique sur 1700 sujets, où l'intégralité des patients ont été screenés, recrutés, ont signé leur consentement éclairé, leur lettre d'information et ont réalisé l'ensemble des évaluations cliniques sur Internet. C'est un protocole porté par l'Université d'Oxford, qui est réalisé par un collègue à moi. Très grande rapidité d'implémentation de l'ordre de 8 ou 9 mois pour inclure 1700 patients avec un coût très optimisé. Ma première question était savoir s'il y avait des évolutions dans la réflexion par rapport au comité d'éthique et puis à la conduite des essais pour justement intégrer le fait qu'on puisse, dans certains contextes comme les contextes numériques, proposer la signature de consentement online sans avoir un contact physique avec le patient. Et le deuxième élément, on est dans une grande confusion. À Bordeaux, on réalise beaucoup de recherches sur les agents conversationnels animés, sur des agents virtuels. Et on a beaucoup de problèmes avec les CPP dans les échanges et avec le degré de compréhension des CPP de la recherche technologique versus la recherche en santé. Et donc, je voulais savoir s'il va y avoir une clarification, en particulier sur les frontières entre les MR4, MR03 et le champ d'action qui relève de la validation de dispositifs technologiques versus le champ de la recherche en santé au bénéfice du patient. Qui veut répondre à cette question intéressante, un peu large? Ouais, c'est plutôt juridique. Oui. Je dirais que c'est plutôt un appel à cette évolution. Là, on n'a pas la réponse de manière directe. C'est plutôt effectivement des points d'intérêt sur lesquels tu souhaites insister, je pense. Je pense qu'en fait, on est tous en train de réfléchir sur la façon dont on va nourrir les entrepôts. Vous l'avez très bien souligné, hein, un des enjeux majeurs de la réussite de ce projet, c'est qui va l'alimenter, après bien sûr comment on va l'exploiter. Mais dans la façon dont on va l'alimenter, et en particulier avec le développement de tous les dispositifs connectés et l'envol commercial des industriels privés, il y a un énorme enjeu, je pense, pour nous, à définir justement comment est-ce qu'on va exploiter ces données-là, en premier lieu au champ de la recherche, et ensuite, je pense, comme le dit Madame Adenau, aussi dans le champ de l'évaluation, post-implémentation des DM. Philippe Lechat, je voulais juste, Monsieur Aubert, que vous nous reprécisiez une chose. J'avais eu l'occasion de vous poser la question. Je comprends que le Health Data Hub, c'est plutôt l'organisation d'un réseau donnant accès aux différentes sources de données, plutôt qu'une plateforme de sources de données communes entre, par exemple, les entrepôts de données hospitaliers, le SNDS, etc. Donc c'est bien la mise à disposition des données de santé publique les plus larges possibles via une organisation que vous êtes en train de mettre en place qui permet l'accès aux données, mais ce n'est pas un stockage de données centralisé. Non, ce n'est pas un stockage de données centralisé pour deux raisons. Une raison que la CNIL serait très réticente à avoir une espèce de base de données, donc l'équivalent du SNIRAM actuel, où vous rajouteriez toutes les données cliniques de tout le monde en permanence sur 10 ans, d'abord. Et deuxièmement,
si vous voulez, rafraîchir une telle base de données à partir de 1500 ou 2000 ou 3000 ou 10 000 ou même 50 000 si on rajoute les médecins en ville, 100 000 endroits de production, c'est faisable technologiquement, mais ça demande un gros travail. Hein. C'est la cathédrale quasiment. Donc non, ce n'est pas une. Par contre, ce que nous considérons, c'est quand on va avoir rapproché par exemple des données d'un entrepôt hospitalier et des données de l'assurance maladie et des données, pourquoi pas, de génomique, etc. Et qu'on aura comme ça, donc nous on va créer un système pour permettre le rapprochement à un moment donné des bases. Par exemple, on va travailler sur le fait que dans chaque base, il y a un identifiant unique, hein, après le NIR, mais bien sûr codé. Est-ce qu'il faudra rester dans le point 1, point 2? Ça, c'est un travail qu'on fait avec la CNIL. Probablement, il va falloir faire un peu évoluer le système de codage. Il faudra qu'on soit sûr qu'on arrive à standardiser un peu les langages, parce qu'en multicentrique, c'est chaque établissement, mais ça, il y a la ZIP qui a déjà fait des référentiels, comme le disait dans le premier. Et donc, simplement vérifier qu'on arrive à avoir des traductions dans chaque. Ça, c'est ce qu'on fera. Et puis, on rapproche. Quand vous aurez besoin d'une base rapprochée, bah, vous direz, voilà, j'ai besoin de lier ces bases. On vous aidera pour obtenir l'accès aux bases et pour obtenir la base rapprochée. Vous verriez que voilà. Et ce qu'on vous proposera aussi, c'est éventuellement de pouvoir faire toutes les analyses sur la plateforme sécurisée. Hein, plutôt que d'aller les sortir pour deux raisons. D'abord, de toute façon, on pourra pas, il n'y aura pas de. Alors, plateforme sécurisée, soit qu'on fournit le hub fourni, soit qui est, entre guillemets, validé, sachant que de toute façon, ces plateformes, y compris, il y a un référentiel de sécurité extrêmement précis, hein, aujourd'hui sur ces plateformes pour les utiliser, pour utiliser ces données. Et donc, nous, ce qu'on considère, c'est qu'on vous donne accès à des plateformes ayant ce référentiel de manière facile. Vous les utiliserez plus que si, plutôt que chacun redéveloppe sa plateforme sécurisée, qui de toute façon va devenir de plus en plus compliquée, parce que les demandes de sécurité sur ces plateformes sont plutôt en train de grossir assez vite, hein, même peut-être un peu plus vite pour une fois que la technologie n'avance. Voilà. Mais voilà. Mais effectivement, c'est pas l'idée. Il n'y a pas l'idée d'une base unique. Pour être très clair. Y a-t-il encore des questions? Oui. Véronique. Oui, d'abord quand même, bravo aux ateliers de Gien d'avoir permis à la fois la table ronde et à la fois l'intervention d'Isabelle Adneau et de Jean-Marc Aubert. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, là, j'ai eu l'occasion de faire une présentation auprès de médecins hospitaliers. Moi, j'ai beaucoup milité sur le fait que la qualité des données de soins ou la qualité primaire des données de soins, il devait vraiment y avoir une emphase. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le cadre, alors c'est peut-être pas le rôle du Health Data Hub de sensibiliser quand même les professionnels de santé sur la qualité primaire des données de soins. Et puis, savoir en termes de benchmark, est-ce que la France se situe aujourd'hui avec le Health Data Hub très à la pointe de toutes les initiatives des différents États membres ou pays au plan international? Est-ce que le système national des données de santé finalement n'aura plus lieu d'exister? Et est-ce que le financement qui a été prévu et assigné au Health Data Hub semble suffisant par rapport aux objectifs assignés? Alors, sur l'évolution des médecins, l'évolution, ça dépasse un peu de sorte de compétences, même si, bien sûr, on a assez demandeurs. Je pense qu'il y a un sujet de formation, il y a un sujet aussi d'usage. Hein, c'est pour ça que, même si le Health Data Hub est un projet, on travaille beaucoup avec l'équipe actuellement qui réfléchit à l'évolution du numérique en santé au ministère, parce que, bien évidemment, finalement, le Health Data Hub, ça vient au-dessus voilà. Si les médecins n'ont pas d'intérêt pour leur exercice propre de fournir des données de qualité, ça va être très compliqué d'avoir des données de qualité dans le Health Data Hub.
Et donc on voit bien que finalement c'est que le résultat. Là, enfin les médecins et les autres professionnels de santé, pareil. Donc ça c'est un des sujets, c'est que le travail pour avoir des données de santé ne peuvent pas être uniquement dans notre couche d'avoir des bases anonymisées unies. Elle commence par d'en avoir besoin pour son travail quotidien, c'est quand même mieux. Voilà. Donc ça c'est un sujet qu'on travaille effectivement avec les gens qui s'occupent de recherche et de formation et les gens qui s'occupent au ministère du numérique en santé, parce que nous finalement on ne peut pas demander aux médecins de faire un travail particulier sur la qualité de données juste pour avoir des données pour faire de la bonne recherche. Si ils n'en ont pas besoin eux-mêmes, si vous voulez, leur incitation est faible. Après, mais c'est un sujet sur lequel bien évidemment il y aura des actions importantes. La deuxième, donc après, si vous voulez, où on en est par rapport aux autres pays, est-ce que c'est suffisant? Alors, où on en est par rapport aux autres pays, on en est en même temps, on a des avantages, notamment il y a quand même peu de pays qui ont une base aussi grande que la nôtre, aussi structurée et de qualité quand même correcte qu'est la base de référence de l'assurance maladie. On a quand même le côté aussi, un remboursement unique permet de réfléchir à une base sur l'ensemble de la population française. Vous avez des pays qui sont plus avancés comme Israël, mais ils ont des bases par assureur. Ils ont donc 4 bases. Alors il y en a un qui fait 50% de la population, ce qui leur permet d'avoir pas mal de monde, mais finalement ils ont une population quand même limitée en taille. Voilà. Donc il y a quand même des pays qui sont plus en avance que nous sur le rapprochement des données diverses. Le nord de l'Europe, beaucoup. Aux États-Unis, c'est complexe aux États-Unis parce que ces données par nature dépendent beaucoup des assureurs. Il n'y a pas, entre guillemets, une base nationale. Alors il y a des assureurs qui sont en avance, des assureurs en retard. Le problème du système américain, c'est qu'après, vous avez un problème, de suivi du patient dans sa vie, à cause des systèmes différents. Et vous avez un autre problème, c'est que chaque assureur, en fait, n'a pas une population représentative de la population américaine pour des raisons complexes. Ils n'ont pas forcément personne âgée, ils n'ont que des gens au travail, etc., etc. Je ne ferai pas la liste. Voilà, mais malgré tout, ils sont plutôt un peu en avance que nous sur l'utilisation. Et ceux qui bougent très vite, c'est les pays, je dirais, comme la Chine, un peu les pays un peu orientaux, des pays qui veulent investir dans la santé, en Arabie Saoudite aussi, qui veulent investir dans la santé, qui n'ont pas de système de santé très développé, et pour qui c'est quand même beaucoup plus long de former des professionnels de santé qu'essayer de développer du numérique en santé. Et donc qui, sur cette question de numérique et de partage de la donnée, vont pas prendre de l'avance par rapport à nous, justement parce que, entre guillemets, n'ayant pas d'historique, c'est un peu comme le fait que le Mexique avait un réseau de téléphones portables bien meilleur que le réseau français, avant le réseau français. C'est un peu le côté, on n'a pas de téléphone fixe, donc on a du téléphone numérique. Il y a des pays qui, n'ayant pas de réseau de prise en charge des malades, ont mis beaucoup d'accent sur le numérique, dans l'idée que ça va compenser le fait qu'ils vont mettre du temps avant d'avoir un nombre de médecins par habitant semblable à l'Europe ou aux États-Unis. Voilà. Donc on est un peu au milieu du gué, on va dire. Est-ce qu'on a assez de moyens pour avoir l'ambition d'être à la pointe? C'est un sujet toujours assez compliqué. C'est-à-dire que c'est pas avec 20 millions d'euros que le hub qu'on aurait assez de moyens. Et l'idée quand même du hub, c'est de ne pas tout refaire. Et donc il y a de l'investissement dans l'hôpital numérique, il y a de l'investissement dans un certain nombre de sujets, qui fait qu'il y a des moyens. Et peut-être que là où on a encore un peu de travail à faire, c'est d'arriver à se donner un objectif commun. Alors, finalement, tous ces programmes qui aident à la numérisation du système de santé, avoir des standards de données communs, ça a été dit avant, donc ça c'est-à-dire que l'ADIP, on a développé, a beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, il faudrait que tout le monde, entre guillemets, que tout projet qui bénéficie de financement public, soit obligé de sortir ces données au moins sous ce standard. Attention, pas forcément
de les entrer dans le standard pour des raisons qu'on ne va pas changer tous les systèmes d'information, mais qu'il y a des capacités de traduction de la donnée et qu'on mette en place des API pour extraire des données dans des standards un peu communs. Ça, c'est un peu important, parce que le premier travail de votre IA, c'est de définir quel est le standard de chacune des bases que vous avez pour essayer ensuite de dire quelque chose en commun. Vous perdez du temps beaucoup. Peut-être qu'un jour, l'IA le fera de manière automatique et vous ne perdrez pas de temps, mais pour l'instant, vous perdez beaucoup de temps. Et voilà. Et donc, et puis, si vous voulez, on avance tranquillement, en découvrant. Et donc, si à un moment on se dit qu'il faut doubler l'effort qui est mis, ou tripler ou quadrupler l'effort, on retournera vers les financeurs. Mais je veux dire, plutôt que d'imaginer maintenant qu'il faut investir des milliards d'euros, méfions-nous, parce que probablement il y a au moins autant de gens, de choses à modifier dans ce qui existe déjà que de choses supplémentaires à fabriquer. Il y a déjà des gens qui font de l'IA sur des données de santé françaises, et ça marche. Et donc, ne réinventons pas. Si vous voulez, si on nous avait donné dès le départ 150 millions d'euros par an, si le côté partenarial qui me paraît être la bonne manière de faire, on aurait pu un peu trop l'oublier. Donc, je pense qu'actuellement, on a un moyen pour commencer, puis on verra s'il faut ensuite étendre. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'aligner déjà toutes les sources de financement sur ces sujets qui sont quand même pas si peu nombreuses, parce que, comme je disais, l'IA, c'est proche du numérique. On a le même sujet. Demain, si j'ai des belles bases de numérique, certains vont me proposer de l'IA, mais il y en a beaucoup qui vont proposer juste de faire de l'algorithme de biostat classique, et puis ils arriveront d'avoir des bons résultats aussi, je veux dire, s'ils ont beaucoup de données. Donc, faisons attention de ne pas considérer. Il y a une anecdote, il y a une étude qui a été faite récemment. 40% des startups qui disent faire de l'IA ne font pas d'IA du tout. Mais elles font par contre de l'analyse de données. Ça veut dire qu'elles font quand même des choses nouvelles avec la donnée. Mais elles ne font pas d'IA au sens mathématique du terme. Je tente de répondre à votre question sur la qualité de la donnée médicale. Pour améliorer la qualité de la donnée médicale, il faut, 1, pouvoir l'exploiter, 2, pouvoir la mutualiser. Pour pouvoir l'exploiter, il faut la structurer. Et un des critères majeurs d'évolution de nos systèmes d'information, c'est de structurer correctement la donnée médicale pour pouvoir l'exploiter en tant que donnée structurée. Car c'est là qu'on peut faire des études longitudinales. Et de conditionner la certification des hôpitaux à la qualité de la donnée qui est exportée. La deuxième, c'est de la mutualiser. Et pour pouvoir la mutualiser, pour faire des études transversales, il faut définir un cadre commun d'interopérabilité, pas obligatoirement, comme le disait M. Aubert, que la donnée sorte interopérable, mais qu'elle sorte vers un connecteur de transcodage qui la rende interopérable. C'est à ce prix-là qu'on peut avoir la mutualisation des données. Et je pense qu'il est assez dangereux quand même de laisser des expériences se dérouler pour voir ce qu'il en ressort. Si on n'a pas une gouvernance au départ forte, gouvernance qui impose un cadre d'interopérabilité, l'État, à mon avis, est là pour imposer un cadre commun d'interopérabilité ou de passer à travers des connecteurs de transcodage de façon à ce qu'effectivement on puisse avoir de la donnée. Sinon, on risque de ne pas avoir de données, avoir des hébergeurs qui ont chacun leur îlot de données qui n'est pas communicant. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre intervention. Merci Madame Aubert.